Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce forum intitulé Finances intercommunales agir avec les communes. Alors, je ne sais pas si certains étaient déjà là au forum précédent, parce que j'ai vu un certain nombre de personnes qui ne sortaient pas. Donc, re-bienvenue à vous. Comme son nom l'indique, c'est vrai que c'est un forum finance qui va être en partie technique, mais il y a une volonté aussi d'avoir de parler, je ne sais pas comment dire ça, de gouvernance, de relations entre les élus. Donc vraiment, on se place sur cette double ambition, si je puis dire. On va commencer ce forum par une étude, pas une étude, une présentation de l'OFGL, l'Observatoire des finances et de la gestion locale. Avant de lui donner la parole, une présentation de nos différents intervenants. Donc le forum est coprésidé par Joël Ballandreau. Donc Joël Ballandreau, vous êtes maire d'Évron dans la Mayenne, également président de l'AD de la Mayenne et président de la communauté de communes des Couévrons. Jacob Herty, maire d'Aigues-Vives. J'ai du mal à le dire. Pourtant, c'est un joli nom. Hein. Aigues-Vives, dans la Haute-Garonne, et président du SICOVAL. Les différents intervenants de ce forum seront Christian Buchot, que je n'avais pas encore salué, bonjour monsieur, maire de Ménal dans le Jura et président de la communauté de communes Porte du Jura. Catherine Vautrin, qui nous a peut-être pas encore rejoint, qui ne va pas tarder, donc présidente du Grand Reims. Pierre Jouvet, qui est là. Vous voyez, il y a tellement de place que je ne voyais plus. Maire de Sainte-Vallier, dans la Drôme, et président de la communauté de communes Porte Drôme-Ardèche. Donc, il y a la spécificité d'être à cheval sur deux départements, la Drôme et l'Ardèche. Et Marie Ducamin, donc vice-présidente aux finances de Rennes Métropole, maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, en Ille-et-Vilaine également, bien sûr, et présidente du conseil d'administration de l'AFL, l'agence France locale. Donc, comme je vous disais, une petite présentation. Donc, les différents intervenants. Donc, avec Nicolas Laroche, qui est chargé de mission à l'OFGL. Le pauvre, on l'a embêté, on lui a demandé de faire que 10 minutes sur la situation des finances intercommunales aujourd'hui. C'est pas facile, un vrai challenge. Et après, on aura une réaction sur les chiffres, les données que vous nous donnez. Je vous donne la petite zapette. Et je ne sais pas si vous préférez même ma place, peut-être. Alors j'ai un peu mon bazar, mais... Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la commission intercommunalité de l'AMF d'avoir proposé à l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale de participer aux échanges de cet après-midi sur le thème des finances intercommunales, agir avec les communes. Donc, comme ça a été précisé, je dispose de 10 minutes pour essayer de présenter un certain nombre de points sur la situation financière des intercommunalités et les relations qui peuvent exister entre les communes et les intercommunalités, relations entendues au sens financier bien évidemment. Alors en 10 minutes, il a fallu faire un certain nombre de choix. Effectivement, on ne pourra pas tout présenter et évoquer tous les sujets. Et donc j'ai trouvé 4 thèmes que je souhaitais vous présenter. Ces thèmes, ils sont issus des travaux de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Ils sont issus du rapport que vous connaissez certainement, un certain nombre d'entre vous connaissent. Et puis ils sont issus d'une étude que nous avons réalisée qui a été présentée hier sur les finances des communes et des intercommunalités en 2022. Donc cette étude, elle est trouvable sur les présentoirs qui sont dans les allées du Congrès. Et donc si vous voulez aller un peu plus loin que les 4 points que j'ai sélectionnés et que je vais présenter rapidement, n'hésitez pas à vous rapporter aux études intégrales. Les 4 points que je vais présenter, alors je le reprécise, hein, ça a été un choix, donc tout ne sera pas évoqué. Ce sont des constats généraux, ça veut dire que derrière les constats qui seront présentés, il y a aussi et surtout, il y a des spécificités territoriales. C'est-à-dire que derrière une moyenne, d'une communauté à l'autre, on a des situations qui peuvent être très différentes. Je les évoquerai quelques fois, mais pas de manière systématique. En tous les cas, gardez-les
gardez-les à l'esprit. Et le dernier point méthodologique que je voulais préciser, c'est que je vais évoquer ici les intercommunalités à fiscalité propre, c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglos, les communautés urbaines et les métropoles. Je ne parlerai pas, même si sur certains territoires, ils peuvent avoir des rôles très importants de syndicats, donc de PCI sans fiscalité propre. Ils ne seront pas dans ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc sans suspense inutile, je vais vous présenter 4 constats. Le premier, c'est une montée en puissance continue de l'intercommunalité. Le deuxième, c'est sur les années 2021 et 2022, une situation moyenne des intercommunalités qui s'est plutôt améliorée, même si derrière cette évolution moyenne, on a un certain nombre de disparités. Le troisième point, ce sera dire que sur la même période, on a eu une transformation profonde du panier de ressources dont disposent les intercommunalités, ce qui pose un certain nombre de questions pour l'avenir. Et puis le dernier point, c'est montrer que les liens financiers qui unissent les communes et les intercommunalités sont très importants, très nombreux. Donc c'est à la fois des sujets de débat entre les communes et les intercommunalités, mais c'est aussi des outils permettant d'assurer ce dialogue entre communes et intercommunalités. Premier constat donc, une montée en puissance de l'intercommunalité. Donc si on prend sur très longue période, on a eu une progression de la part des intercommunalités dans l'action du bloc communal, donc dans l'action commune-intercommunalité, la part portée par l'intercommunalité a fortement progressé. Je l'illustre ici avec le poids de l'intercommunalité dans les dépenses d'équipement, donc dans la réalisation d'investissements. Vous voyez que sur période très longue, là on a pris quasiment 30 ans, on a eu un poids de l'intercommunalité sur les seuls budgets principaux qui est passé de moins 10% en 1993 à un peu plus de 25% en 2022. Cette progression, elle a été continue sur toute la période. Si je me concentre maintenant sur les budgets principaux et annexes, donc là en prenant aussi des compétences très consommatrices d'investissement, eau, assainissement, transport, etc., qui sont plutôt intercommunaux, on voit que le poids de l'intercommunalité peut être même plus fort que les 25% que j'ai évoqués, et on est plutôt aux alentours de 35%. Donc on a eu sur toute la période une progression de l'intercommunalité qui est un acteur majeur de l'investissement du bloc communal. J'aurais pu présenter des résultats de manière un peu parallèle. On a eu une progression aussi de l'encours de dette porté par les intercommunalités, ce qui semble assez logique. Si l'investissement porté par l'intercommunalité progresse, eh bien l'encours de dette porté par l'intercommunalité progresse. On est sur des proportions qui sont à peu près celles qui sont évoquées ici. Donc ça renforce cette notion d'augmentation du poids des intercommunalités, et ça pose sur la dette un certain nombre de sujets dans une période où les taux d'intérêt remontent, c'est-à-dire que le coût de la dette va augmenter. Derrière cette évolution moyenne, il y a bien évidemment des disparités. Si on reprend ne serait-ce que le type de structure intercommunale concernée, le poids de l'intercommunalité va être plus fort au fur et à mesure qu'on est dans des intercommunalités très intégrées. Donc on va être en moyenne sur les dépenses d'équipement, sur les budgets principaux, à 25% pour les communautés de communes, et on va dépasser les 50% par exemple sur les communautés urbaines et les métropoles. Donc c'est-à-dire sur ces territoires-là, plus de la moitié de l'investissement du bloc communal est porté par les intercommunalités. Deuxième constat, c'est que sur les années 2021 et 2022, on a eu globalement, en moyenne, une amélioration des équilibres financiers intercommunaux. Alors là, je l'illustre avec l'épargne brute. En 2021, elle a progressé pour l'ensemble des intercommunalités de 8,7%. Et en 2022, elle a progressé encore plus rapidement, de 12,4%. Alors cette épargne, vous le savez, c'est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Ça veut dire que si l'épargne a augmenté sur ces 2 années, ça veut dire que l'évolution des recettes de fonctionnement a été plus rapide que celle des dépenses de fonctionnement, en moyenne. Sur 2022, on a une évolution des dépenses de fonctionnement qui a été forte pour les intercommunalités, notamment parce que les intercommunalités ont été touchées, à l'instar des autres collectivités locales d'ailleurs, par des phénomènes de hausse de prix sur l'énergie par exemple, ou de hausse de la masse salariale, avec les revalorisations de points d'indice, etc. Donc on a eu une évolution des dépenses de fonctionnement qui a été forte, mais dans le même temps, on a eu une hausse des recettes de fonctionnement qui a été un tout petit peu plus forte aussi. Parce que ces recettes, elles ont bénéficié de l'inflation pour certaines, je pense notamment à la TVA, mais elles ont pu bénéficier également d'un regain de croissance économique. Là, je pense également à la TVA, mais je pense également au versement mobilité, par exemple.
Donc on a eu des recettes qui ont pu progresser un peu plus, et on a également des recettes qui ont progressé parce qu'elles avaient fortement diminué pendant la période Covid. Donc il y a eu une sorte de rattrapage sur la taxe de séjour, par exemple, qui fait qu'on a eu en 2022 une croissance des recettes de fonctionnement supérieure à l'évolution des dépenses. Cette augmentation de l'épargne, donc l'épargne c'est à la fois la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, mais l'épargne c'est également un moyen de financement de l'investissement, puisque cette épargne brute elle va servir d'une part à rembourser le capital de la dette, et puis pour ce qui reste, ça va servir à financer les investissements des intercommunalités. Donc la question que je voulais poser en précisant ça, c'est finalement, est-ce que cette hausse de l'épargne brute des intercommunalités se traduit mécaniquement par une hausse de la capacité d'investissement des intercommunalités? C'est beaucoup plus nuancé que ça, puisqu'il faut tenir compte du fait qu'en 2021 et 2022, le coût des investissements a fortement augmenté. Dans les travaux de l'OFGL, on a calculé un indice des prix des dépenses d'équipement des collectivités locales pour essayer de mesurer vraiment ce qui était lié à l'évolution des prix sur la partie investissement. On a une évolution de l'indice qui, en 2021, elle était de 3,8%. Donc ça veut dire que, à toute chose égale par ailleurs, pour le même type d'investissement, les prix augmentaient de 3,8%. En 2022, cet indice des prix il a augmenté de 7,3%. Donc tout ça pour dire que derrière cette évolution de l'épargne brute, on a quand même tout ne peut pas être consacré à l'investissement parce qu'il y a une partie qui sert à financer, entre guillemets, l'évolution des prix des investissements. Derrière le terme d'amélioration des équilibres financiers intercommunaux, donc là je vous parle de l'épargne brute, j'aurais pu vous parler également de l'encours de dette des intercommunalités qui a un peu augmenté en 2021 et un peu augmenté en 2022, mais qui globalement a moins augmenté que l'évolution des recettes de fonctionnement ou que l'évolution de l'épargne. Ça veut dire que globalement, la soutenabilité de l'encours de dette, de ce point de vue-là, des intercommunalités s'est améliorée. Je le disais en introduction, derrière des tendances générales, toujours bien garder en tête qu'il y a des disparités territoriales très fortes et que ce qui est valable pour l'ensemble des intercommunalités ne l'est pas forcément valable pour chacune des intercommunalités prises indépendamment. Donc sur la carte qui vous est présentée, carte qui a été réalisée sur le portail de l'OFGL, data.ofgl.fr, que j'aurai peut-être l'occasion de présenter un petit peu en fin de... Oui, en fin de forum. Là. Donc on ne vous oubliera pas. Bon, super. J'aurai l'occasion de présenter l'outil qui est entièrement ouvert, accessible. Donc vous pouvez représenter tout ce qui vous est présenté. Sur cette carte, j'ai représenté l'évolution de l'épargne brute en 2022 pour chacune des intercommunalités françaises. En bleu, vous avez les intercommunalités où l'épargne brute a augmenté, donc finalement qui s'inscrivent dans la moyenne d'augmentation de l'épargne brute de l'ensemble des intercos. Et par contre, en orange, vous avez les intercommunalités où cette épargne brute a diminué. Et donc quand on regarde cette carte, alors il n'y a pas d'analyse géographique derrière, mais on voit que si pour plus de la moitié des intercommunalités, l'épargne brute s'est améliorée, on a quand même un peu moins de 40% des intercommunalités où on a eu un phénomène inverse en 2022. Donc la vision globale finalement de l'amélioration des agrégats financiers doit être interrogée territoire par territoire puisque les réalités peuvent être très, très différentes. Troisième constat, je vérifie que je suis encore dans les clous, vous me dites si... J'ai plus ma montre, elle est là, mais j'ai peur qu'on arrive aux 10 minutes, mais alors, je vous laisse terminer. Je vais faire rapidement sur le troisième constat et le quatrième est beaucoup plus rapide. Le troisième constat, ça concerne l'évolution du panier de ressources dont disposent les intercommunalités. On a eu en 2021 et en 2023, enfin cette année, des modifications sensibles de la fiscalité locale qui ont un impact sur les ressources des intercommunalités. En 2021, on a eu la suppression de la taxe d'habitation et son remplacement par la TVA. On a eu également la diminution de moitié des bases des établissements industriels au titre du foncier bâti et de la contribution foncière des entreprises. Et en 2023, il y a la disparition de la CVAE et son remplacement par de la TVA. Donc qu'est-ce qui se passe d'un point de vue global? Et sur le graphique, j'ai représenté que les recettes qui ont évolué entre 2020 et 2022. Donc ça veut dire que dans le haut du graphique, on a des recettes importantes mais qui n'ont pas été touchées par ces réformes que j'écarte. TOM, versement mobilité, etc. Ça, j'en parle pas. On observe quand même que le panier fiscal, il a très largement changé. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail politique, finalement, de ces modifications. En tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est que la part de la fiscalité qui pesait sur les entreprises a diminué au profit d'une fiscalité sur les ménages.
La part de la fiscalité qui était perçue sur des contribuables locaux a diminué au profit d'une fiscalité qui pèse sur des contribuables nationaux. Et on a d'autres éléments qu'on pourrait évoquer, on a des recettes qui sont plus difficiles à prévoir. Par exemple, la TVA est beaucoup plus difficile aujourd'hui à prévoir dans son dynamisme. Donc on a vraiment une modification des recettes intercommunales qui a été très forte et qui pose un certain nombre de questions pour la suite et pour l'action des intercommunalités et leurs relations avec les communes. Et dernier constat que je voulais faire, c'était rappeler qu'il existait de nombreux mécanismes financiers entre les communes et les intercommunalités. Je ne vais pas toutes les commenter, mais ce qui me semblait intéressant, c'est que, les volumes financiers de ces relations entre communes et intercommunalités étaient particulièrement importants. Sur le graphique, là, vous avez entre 13 à 14 milliards d'euros de flux entre les communes et les intercos. Donc on est sur des volumes très importants. Le deuxième point qui me semblait intéressant, c'est que finalement, ça montre l'interdépendance des finances communales et intercommunales. Parce qu'il ne faut jamais oublier que finalement, une dépense d'un acteur, c'est une recette pour l'autre, et inversement. Donc cette interdépendance, elle est particulièrement forte. Et pour finir, sur une touche peut-être plus optimiste, le fait qu'il y ait beaucoup d'outils à disposition, que ces outils soient des outils importants, ça veut dire que dans les discussions qui existent entre les communes et les intercommunalités, finalement, les leviers d'action sur lesquels les différents acteurs peuvent jouer au profit du projet de territoire sont nombreux et variés. Donc il y a des possibilités de discussion et de modulation sur des éléments très, très fins. Merci beaucoup, parfait. Et je sais que c'était sur un sujet comme celui-là, ce n'était pas facile de faire aussi court. C'est vrai que les chiffres que vous donnez sur les relations financières communes interco, ça va être le cœur justement de ce qu'on va aborder dans notre table ronde. Peut-être avant de l'aborder, une réaction comme ça un peu à chaud sur ces chiffres. Oui, je vais m'en permettre une d'abord, c'est qu'on est sur des chiffres 2022 et donc l'Observatoire de la Poste, du groupe La Poste, a commencé à rendre des chiffres pour l'année 2023. Donc la conciliation, c'est les CA, mais les choses sont très avancées. Et donc on voit apparaître un net resserrement de cette vague optimiste d'une augmentation des épargnes brutes de chacun. Et donc effectivement, il y a un resserrement. Pour le groupe La Poste, l'analyse, et elle est intéressante à montrer par rapport à ce que vous dites, c'est l'analyse du bloc communal. Donc le bloc communal, c'est bien l'interaction commune et intercommunalité. Donc c'est bien ça qui est analysé et qui se resserre. Et avec le grand perdant de l'année 2023, c'est le département, puis la région qui ne va pas bien. Mais voilà, donc juste cette remarque-là. Et la deuxième remarque, de dire que c'est sur l'évolution du panier. Et donc c'est l'introduction effectivement très bonne pour la deuxième partie de ce thème et les présentations qui nous seront faites. C'est que l'évolution du panier doit nous interroger sur le sens de l'impôt, à quoi il sert, ce pourquoi on lève l'impôt, donc qui le lève et comment. Alors, on n'a pas été maître de ça pour tout ce qui vient de l'extérieur, mais on a une part de responsabilité complète sur le bloc communal de savoir ce qu'on en fait. Et comme le panier varie et qu'il n'est plus le même, alors il varie dans la contrainte pour le coup, hein, un peu dans la difficulté partagée. Pour autant, sur le territoire, il faut se demander ce qu'on fait de ces ressources-là. Quelles dépenses, place des communes centres par rapport à ce qu'elles faisaient avant, parce que si la part de l'intercommunalité augmente, c'est que la part de la commune diminue, et la part de la commune qui faisait les gros investissements, je regarde le Grand Reims en face de moi, c'est en moyenne plutôt ces communes-là qui faisaient du poids là-dedans. Ça veut dire qu'elles en font moins parce qu'elles ne peuvent plus ou parce qu'il y aura plein de raisons, enfin on le dira là. Mais en tout cas, ça pose toutes ces questions-là. Voilà, le sens de l'impôt, la répartition dans le bloc communal et les solidarités qu'on doit faire jouer. Et on a des exemples là qui vont venir de gens qui ont fait jouer ces solidarités-là de façon différente par rapport à ce que la loi prévoyait uniquement, quoi. Jacques Auberti, un mot également sur les chiffres présentés. Oui, alors dans le prolongement de ce que vient de dire mon collègue, la question des vases communicants, commune, intercommunalité, est une question essentielle. Et d'ailleurs, ceux qui ont vécu le fameux redressement des comptes publics se sont posé cette question. Vaut-il mieux renvoyer de l'argent de l'intercommunalité qui a une assiette en fait en matière de fiscalité, notamment sur le monde économique, sur certains territoires favorables, vaut-il mieux renvoyer de l'argent vers les communes ou au contraire, bien évidemment, renvoyer des services, renvoyer des aides, renvoyer de la mutualisation. C'est votre choix aussi, Koval, la seconde option. Oui, tout à fait.
Je ne voulais pas vous couper, hein. Peut-être que vous aviez d'autres. Non, mais je voulais simplement poser cette équation parce que c'est souvent le cœur de la réussite de cette relation commune, communauté, commune au pluriel, au-delà de ce que nous aborderons, qui est une vraie question de confiance dans la relation que tissent les élus au sein d'un territoire avec un projet porté par l'ensemble des communes sur une intercommunalité. Et justement, ce mot confiance dont vous parlez, il est important. C'est là où on verra qu'on n'est pas que sur un sujet purement technique, que la confiance, par l'essence, elle n'est pas technique, elle est humaine. Marie Ducamin, une petite réaction ou les autres intervenants? Vous êtes libre, hein, si... Moi, je voudrais réagir sur l'évolution des investissements, de la masse des investissements. Donc, on voit qu'ils continuent à augmenter, ou notre capacité à investir, mais finalement, en valeur absolue, ils ont tendance à se rétracter, étant donné les niveaux d'inflation. Alors que, pour reprendre un terme que l'on entend maintenant toujours, le mur des investissements est devant nous par rapport aux besoins de la transition. Et donc, c'est vrai que ça nous interroge sur notre capacité à agir et sur les méthodes qu'on va devoir prendre pour pouvoir financer ces investissements nécessaires qui s'appliquent au bloc communal, enfin à l'ensemble des collectivités locales, mais surtout au bloc communal et peut-être davantage encore à l'interco, puisqu'il s'agit souvent des grandes questions de mobilité, de logement aussi. Là, pour le coup, c'est réparti, mais c'est une vraie question. Merci. D'autres actions? D'autres réactions? Non, parce qu'on a beaucoup de choses. Le programme est chargé, donc on peut tout de suite commencer cette seconde séquence sur comment construire une stratégie commune intercommunalité. On va voir dans les différents retours d'expérience qui seront présentés qu'on parlera souvent du pacte financier et fiscal. Pas tous les exemples qui me présentent aujourd'hui n'en ont pas, mais c'est quand même la grande majorité, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des intercos. Parce qu'on sait, je crois qu'on n'a pas de chiffres précis en tant que tel au niveau national, mais on sait que c'est très très loin d'être majoritaire. L'idée en présentant ces exemples, c'est de montrer que ça peut être un bon outil. C'est pas le seul, c'est pas un outil magique, mais on voit qu'il donne quand même de très bons résultats, qu'il est adapté à toute taille d'interco, parce qu'on peut avoir l'impression de se dire c'est un outil, mais on parle beaucoup d'ingénierie aujourd'hui, où il faut de l'ingénierie, c'est pour des grandes intercos. Pas du tout. On va voir, je regarde Christian Buchon en face de moi, on va voir qu'il est dans une interco qui n'est pas très, très grande, si vous me permettez, et que voilà, c'est un outil qu'il a pu tout à fait mettre en place. Oui, je vous dis ça parce que vous êtes à côté de Rennes Métropole, donc... et que ça fonctionne bien. Justement, je vous cite Christian Buchon, peut-être de commencer par vous, que vous nous racontiez un petit peu comment c'est venu, comment l'idée est venue chez vous de ce pacte. Vous êtes dans le cas où beaucoup de vos collègues peuvent se retrouver, hein, où la fusion ne s'est pas passée très très bien, disons, donc c'est pas ce qui a aidé le plus à rapprocher les élus. C'est un peu un euphémisme de dire ça. Donc, vous avez pris votre bâton de pèlerin il y a déjà quelques années pour construire ce pacte. Quelques personnes vous en ont parlé, hein, vous donnez l'idée. Ça, je vais vous laisser nous raconter ça, et avec de vrais résultats qui devraient intéresser vos collègues présents aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. Alors, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, oui, effectivement, nous sommes dans un territoire très rural, pas très peuplé, puisque la commune, c'est moins de 11 000 habitants. Enfin, on s'y sent très bien. Je n'ai pas du tout de complexe par rapport aux grosses métropoles. Soyez sans crainte. Et puis, on a quand même une belle évolution, hein, et puis un confort de vie qui s'installe de plus en plus dans nos communes rurales et qu'on apprécie. Et voilà, donc... comme c'est un travail, comme on l'a dit, assez long et puis fastidieux aussi, hein, sur 2 ans, je me suis permis de faire un petit support papier parce que j'avais peur quand même de sauter des étapes. Ouais, et puis des étapes qui pourraient gêner la compréhension quand même des collègues ici présents. Alors, je rappelle les événements. Hein. Le 1er janvier 2017, nous créons la commune Port du Jura à partir de la fusion de 2 EPCI. Située en zone rurale dans le Revermont jurassien, notre nouvelle structure comprend environ 11 000 habitants pour 22 communes adhérentes avec 3 bourg-centres. Nous exerçons 10 compétences. Donc nous substituons
aux communes pour les affaires principales. Évidemment, avec 10 compétences, il reste quand même peu de compétences dans nos communes adhérentes. Par une élection du 16 janvier 2017, mes collègues me confient la présidence de Port du Jura et je comprends bien vite que si notre territoire est en phase dès la première année en matière de compétences, et on a eu un an pour se mettre à l'unisson, hein, c'est la règle, eh bien, il n'était pas du tout quant aux attributions de compensation qui existaient sur les 2 ex-territoires. Alors, on n'était pas en phase du tout. Hein. Après un premier travail avec un cabinet financier, je réunis la CLEC en septembre de la même année. Seuls 3 membres, dont moi-même, acceptent d'entreprendre une révision. C'est donc une pas partie... majoritaire. Ah non, loin d'être majoritaire. Loin d'être majoritaire. C'est donc une partie remise et tout est à construire. Nous sommes issus d'une fusion subie par la législation, du fait de la démographie. Au vu du contexte et de l'ambiance à cette époque, je comprends que je dois patienter jusqu'aux élections de 2020 pour envisager un travail sérieux et des négociations dans un climat que j'espère plus serein. En juillet 2020, je suis reconduit à la tête de l'EPCI. Dès lors, je prends en charge les finances et j'œuvre pour cette réforme. Parce qu'avant, je n'étais pas chargé des finances, c'était un autre vice-président. Au cours de l'année 2021, il est décidé par le SDIS 39 d'uniformiser les contributions par habitant pour l'ensemble du département. Ça veut dire que nous, on est passé, on était avantagé, on était à 22 € par habitant, on est passé à 38 €. Hein. Nous exerçons la compétence 10. Nous sommes directement impactés. Nous subirons une augmentation de 120 000 €. Je souhaite que nos recettes attributions de compensation dites AC soient à hauteur de 500 000 €. Elles étaient alors de 360 000 €. De nouveau, je me mets en rapport avec notre cabinet financier, mais on ne se comprend pas. Et nous abandonnons rapidement la relation. Puis après, j'ai la chance de rencontrer M. Alexandre Huot de l'AMF, au cours d'une... Ici présent. Hein, je veux vraiment le remercier. Voilà. Tout le monde va aller, après votre histoire, tout le monde va aller le voir après. Voilà. Au cours d'une rencontre organisée par l'Association des maires du Jura, donc je suis adhérent, d'ailleurs je suis membre du conseil d'administration de cette AMJ. Monsieur Huot me propose ses services. Dès lors, nous nous mettons à la besogne avec le concours de nos comptables et de la directrice de l'époque. M. Huot dira lui-même, un véritable travail d'archéologie est entrepris pour comprendre les origines du calcul des AC des anciens EPCI. C'est vrai qu'il fallait comprendre. La disparité est flagrante. Par exemple, 2 communes avec le même nombre d'habitants, le même nombre d'enfants scolarisés, des kilomètres de voies communales transférées identiques et de recettes fiscales cédées équivalentes, se voient verser l'une 13 000 € et la seconde 40 000 €. Donc on voit vraiment que c'était boiteux. Nous envisageons plusieurs scénarios. J'ai réuni les maires. Le débat est serein et constructif. Après avoir émis différentes hypothèses, il est proposé de récupérer en recette AC 420 000 € et d'augmenter la CFE pour un gain de 60 000 €. Il est rappelé qu'en 2020, nous avons augmenté la fiscalité des ménages, mais pas celle des entreprises. Donc on a pensé que les entreprises avaient été épargnées, qu'on n'avait pas un taux quand même où on les exploitait beaucoup, donc on a pensé qu'on pouvait s'adresser aux entreprises. On n'a pas eu de retour négatif du tout. Hein. Nous avons bien envisagé un scénario avec une remise à plat complète et un fonctionnement très strict où les bases seraient les mêmes pour chaque commune. Nous ne présentons pas ce système. Le saut est trop important pour certaines et pourrait déséquilibrer dangereusement leur budget et leurs finances. Ainsi, le choix est d'agir en 2 étapes. Bon, là, c'est la première étape. Hein. 3 communes étaient en AC positive et bénéficiaient donc d'un reversement de la part de la CCPJ, qui s'appelle comme ça chez nous, Communauté de communes Port du Jura. La plus impactée sera la commune de Saint-Amour, qui recevait 150 000 €. Avec la réforme, ce versement est réduit à 100 000 €. Donc elle perd, la commune, 50 000 €. Désormais, seules 2 communes sont en AC positive.
Nous étudions le cas d'une commune qui paraît plus en difficulté, 130 habitants, avec des bases de calcul élevées. Je peux vous interrompre juste un instant, parce que là, c'est très concret. Vous donnez un exemple d'une commune qui perd 50 000 euros. Justement, pour arriver, parce qu'au début, il n'y a pas un enthousiasme fou, j'imagine, et pour les convaincre, parce que ça, peut-être que vous voulez le dire après, mais c'est vrai que vous avez fait ce travail un peu de bénédictin, d'aller dans chaque commune, chaque conseil municipal, et vous me disiez surtout ceux qui étaient les plus impactés, donc a priori les moins favorables. Et justement, c'est quoi la recette pour les convaincre? C'est de se projeter de ce que ça va permettre par la suite? Voilà, exactement, oui, c'est ça. D'ailleurs, la commune la plus impactée, Saint-Amour, Madame le maire est présente ici. C'est d'ailleurs ma première vice-présidente. Et j'avoue que quand je lui ai annoncé ça, elle m'a dit, tu sais, ça va être difficile à faire passer au conseil municipal. Puis finalement, elle l'a fait passer à son conseil municipal à la quasi-unanimité. Parce que je leur ai dit, attention, on va vous donner moins d'argent. Par contre, on est capable de faire des équipements collectifs qui intéresseront directement votre commune et les environs de votre commune, dont une maison de santé, etc. Voilà. Donc on est parti là-dessus. Et c'est ce qu'on fait, parce que derrière, on suit. Voilà. Donc je continue ? Oui, bien sûr, excusez-moi. Mais cette dimension-là était importante. Non, il faut que ça soit aussi un débat, c'est intéressant. Bien sûr. Ces propositions soumises à l'exécutif puis à la conférence des maires seront inscrites à l'ordre du jour du Conseil communautaire du 14 décembre 2022. Le vote est sans appel, 32 pour et 3 abstentions. Donc cette réforme, déjà personne contre au Conseil communautaire. En dehors des périodes à préfusion, la réforme des AC est libre. Là, on n'était plus du coup sur le coup de la collecte. Le Conseil communautaire doit délibérer à une majorité favorable, et ce qui a été fait, comme je l'ai dit, et la décision est ensuite soumise à l'appréciation de chaque conseil municipal. Pour les communes qui se voient baisser leur AC, la discussion est aisée, évidemment. Quant aux autres, il faut les convaincre. Je propose d'aider les maires en difficulté, c'était donc votre question, dans leur assemblée communale. Je connais très bien le dossier, évidemment j'ai beaucoup travaillé dessus, et les arguments ne manquent pas. Là aussi, le résultat est probant. 21 conseils municipaux sur 22 votent la réforme. Un seul conseil municipal dont la commune se voit augmenter son AC vote quand même pour environ 50% de la contribution supplémentaire. Donc cette commune, elle n'était pas pour. Ils ont dit quand même on en prend la moitié de ce que tu nous proposes. Alors c'est quand même pas... Alors dans le même temps, on a fait un second aménagement. On a revu la taxe d'aménagement. Le Conseil communautaire a voté favorablement pour la répartition de la taxe d'aménagement entre l'EPCI et les communes. Ainsi, les communes reverseront à l'EPCI 50% de la taxe perçue sur toute opération à vocation économique en dehors des zones économiques. 70% seront versés de la taxe perçue par les zones, 10% sur les opérations nécessitant une autorisation d'urbanisme. Il a été envisagé également de mettre un pacte fiscal, mais il a été reporté. Donc on voulait aussi commencer à reparler du foncier bâti qui était perçu par les communes qui disposaient donc des zones économiques et qui touchaient le foncier bâti. On ne peut pas tout faire à la fois. Voilà. Donc on a quand même arrêté d'en demander trop. Donc je peux dire quand même que pour moi c'était une grande satisfaction. On peut donc envisager des remaniements sans être constamment sous la tutelle arbitraire de l'État. C'est ce que je voulais prouver par là. Alors c'est un travail de patience, de concertation, d'écoute des élus de tout le territoire qui ont été indispensables pour la réussite de l'évolution de notre vie intercommunale. Et puis je voulais également dire un grand merci à la MF pour son soutien. Merci pour votre témoignage. C'est vrai que ça a été un peu long, mais c'était nécessaire. Et c'est vrai qu'il peut faire écho, je pense, à pas mal de situations d'autres collègues et de montrer l'utilité et surtout la possibilité de le faire. Parce qu'on pouvait penser qu'il y avait des blocages un peu insurmontables. Merci, mais je pense que... J'ai qu'une chose à encore rajouter, oui. 2 minutes. Alors, on a des finances qui sont saines. On a un budget assainissement qui est assez élevé en investissement. Plutôt que de demander un fonds de concours aux communes,
on a accordé une aide, une subvention du budget général au budget assainissement. Donc c'est une intercommunalité, on n'a pas demandé aux communes. Et par ailleurs, on a mis en place une aide au territoire, sur notre petit territoire. Donc on a voté des subventions possibles à hauteur de 200 000 euros. C'est un peu la récompense. La récompense. Et donc les maires, les communes peuvent présenter des dossiers et on les aide à financer leur équipement. Pour le moment, voilà, sur 2 ans. Voilà. Merci encore. Et je pense que dans les questions, on reviendra sur votre parcours, comment ça a fonctionné chez vous. Catherine Vautrin, présidente du Grand 1, contexte assez différent, mais malgré tout quand même des similitudes. Alors, tout d'abord, la différence, c'est votre taille, 300 000 habitants, un cas assez unique de communauté urbaine avec une grande, essentiellement des communes rurales, excepté Reims, évidemment. Et le point commun, pacte financier et fiscal, bon, création pareil 1er janvier 2017, et vous me disiez dès 2016 vous avez travaillé sur ce pacte, et l'autre point commun, même si ça ne se traduit pas forcément de la même façon, et chez vous c'est vital vu le nombre de communes, la gouvernance. Effectivement, vous avez toute une organisation sur l'ensemble du territoire, sur l'échelle, parce que c'est une fusion de 9 communautés de communes, donc une organisation sur cette base-là. Et donc ça, il faut l'entretenir comme le lait sur le feu, si je puis dire. Même si ça se passe bien, mais il peut y avoir des petites résurgences de temps en temps. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Moi, il y a beaucoup de similitudes avec ce que vient d'expliquer notre collègue, sauf effectivement que moi, j'ai une ville-centre au milieu qui est la 12e ville de France. Donc, le fait générateur, c'est la loi NOTRe, nouvelle organisation de la République, et des communautés de communes qui, jusqu'à maintenant, étaient entre elles et qui n'en pouvaient plus d'être obligées régulièrement de devoir faire des fusions et évoluer parce qu'elles étaient trop petites. Le territoire est particulier. La ville de Reims est très, très dense, compte 43% de logements sociaux. Et après, vous avez des communes rurales avec, pour une partie d'entre elles, des communes qui sont celles dans lesquelles on toute la montagne de Reims pour le Champagne. Et de l'autre côté, des communes très agricoles, ce qui veut dire une agriculture qui va bien, donc un foncier qui est élevé, et des communes rurales dont la situation de chacun des habitants, le revenu par habitant est beaucoup plus élevé que l'urbain. Je vous donne ce détail parce que jusqu'à maintenant, les ruraux, je vous la fais brutale, ne voulaient pas des HLM de Reims, si je vous la fais courte et claire. Donc il y avait à la base pas de volonté. Et en fait, quand nous avons commencé à échanger, c'était simplement parce que certains disaient ça ne peut pas durer, on ne va pas tout le temps additionner. Et c'est comme ça que dès 2016, nous avons commencé à travailler sur 3 sujets. Le premier a été le pacte financier, qui était vraiment un élément absolument indispensable. Le deuxième, c'était les compétences. Et le troisième, c'était le projet. J'ai fait la même chose que vous, c'est-à-dire travailler avec chacune des communes, 8 communautés de communes et la communauté d'agglomération de Reims. Nous avions mis en place un groupe de travail qui prenait chacun des présidents des différents EPCI, plus un autre membre, parce qu'on sait bien que même dans chacun des EPCI, c'est pas mal d'avoir une deuxième personne. On se réunissait tous les mois et après, j'ai fait 27 réunions dans chacune des communautés de communes pour présenter les différents dispositifs. Et c'est comme cela que notre communauté urbaine est née au 1er janvier 2017 et que tout de suite, nous avons voté le pacte financier avec un engagement majeur qui était que pour nos concitoyens, l'opération devait être neutre. Parce que, évidemment, vous imaginez que les systèmes fiscaux n'étaient pas les mêmes selon les communes. Donc là, on a dit, c'est notre organisation, mais ça doit être neutre pour le concitoyen, premier élément. Le deuxième élément, c'était la reprise de chacun des personnels des différentes communautés de communes. Et le troisième élément majeur, le patron dans la commune, c'est le maire, et on met tout de suite en place le droit de veto, c'est-à-dire que la communauté urbaine ne peut pas obliger un projet dans une commune sans l'accord du maire et ou du conseil municipal. Ça, c'était les règles de base. À partir de là, évidemment, attribution de compensation. Évidemment, sujet, alors franchement, que je n'avais pas vu du tout venir, c'est que nous, on était en communauté urbaine. Et en communauté urbaine, on a automatiquement le transfert de la voirie. Et la voirie, pour le maire, c'est un sujet
épidermique, il n'y a pas d'autre terme. Et donc, le premier point sur lequel il a fallu travailler, ça a été le budget voirie. Et comment, d'autant plus qu'en 2017, les gens avaient été élus en 2014. Et que le maire qui avait pris l'engagement de faire la rue du Lac ou la rue du Pont, son concitoyen, il se fout pas mal de savoir si on a changé notre organisation. Mais au municipal de 2020, il va regarder si la rue du Lac ou la rue du Pont est réellement faite. Ça a été un chemin de croix compliqué qui aurait pu poser problème, mais comme nous avons fait le choix, vous y faisiez allusion, de garder une gouvernance qui était que nous avons transformé les anciennes communautés de communes en conférences de territoire. Et nous continuons à réunir les maires territoire par territoire. Et nous avons un délégué voirie sur chacun de ces territoires qui discute avec le vice-président voirie et qui font la programmation territoire par territoire, ceux qui respectent ce que les uns et les autres veulent. Et nous avons mis un budget voirie pour le rural et un budget voirie pour l'urbain. Ça, c'est pour l'organisation en tant que telle. Je reviens une seconde sur le commentaire qui a été fait en ce qui concerne l'épargne brute. Nous avons la chance d'avoir une situation financière extrêmement saine, puisque la durée de remboursement de la dette est de 2 ans et demi, donc, et nous investissons 120 millions d'euros par an. Donc, évidemment, ça facilite les choses, et évidemment, nous avons pu reprendre l'ensemble des emprunts des différentes communautés de communes, renégocier les taux, ce qui a aussi allégé la charge de façon non négligeable. Moi, je voudrais dire que dans l'exposé que vous avez bien voulu nous faire tout à l'heure sur effectivement les évolutions, il y a un sujet intéressant, c'est l'évolution sur le FCTVA qui, moi, cette année en 23, va me permettre une amélioration de ma capacité d'autofinancement parce que j'ai de nombreux investissements et que je récupère. En revanche, je suis très solidaire avec les maires ruraux parce que comme il n'y a pas de rétroactivité, les maires qui ont fait ces travaux, par exemple en 21, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et dans certaines communes, eh bien, il y a un projet dans le mandat, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, et malheureusement, eux ne vont pas récupérer. Et ça, c'est vraiment une difficulté pour nombre de maires. Autre point, on a travaillé évidemment sur l'harmonisation de tarification. Le scolaire, on est en train de le faire sur l'eau, parce que j'ai une partie du territoire en régie, une partie évidemment avec des fermiers. Donc ça, c'est un travail extrêmement long. Nous avons également travaillé, nous aussi, je suis en train de regarder, j'avais noté 2-3 points. La taxe d'aménagement, des communes en avaient, d'autres n'en avaient pas. Nous, on l'a mise pour tout le monde à 5 et on a monté un fonds d'accompagnement des projets communaux, parce que comme on a de très nombreuses compétences, ça permet aux maires d'être éligibles à un fonds de soutien. La ville de Reims n'y a pas le droit. Et ça permet comme cela de faire des projets communaux. Dernier élément, on a aussi eu le FPIC. Parce que, évidemment, quand on a fait la communauté urbaine, certaines communes étaient contributrices, d'autres étaient bénéficiaires. Et là, on s'est retrouvé à devenir contributrice. Et donc, nous avons retravaillé la solidarité intercommunale. Ceux qui étaient contributeurs ne contribuent plus. En revanche, ceux qui étaient bénéficiaires sont accompagnés par la communauté urbaine, à l'exception de la ville de Reims, qui s'est assise sur 1 million d'euros. Donc je dois dire que la ville-centre, je suis élue de la ville-centre, c'est pas pour ça que je le dis, je vous le dis juste par honnêteté intellectuelle, ça a demandé à la ville-centre de faire quelques efforts pour donner des gages. Et je peux vous dire que là, j'ai fait mes orientations budgétaires la semaine dernière. Le rapport est de 2 tiers, 1 tiers en termes de population. Systématiquement, je montre chaque année les investissements faits dans le rural en le ramenant au nombre d'habitants de façon à donner la garantie qu'effectivement les ruraux sont bien accompagnés et que ce n'est pas les ruraux qui paient l'urbain parce que ça reste, les relations sont excellentes, le budget est adopté, moins l'opposition de Reims par l'ensemble des maires, mais la confiance, c'est comme l'amour, il faut des preuves et on doit en donner chaque année. Merci, merci beaucoup. Avant de vous donner la parole, Joël Balandreau, peut-être quelques mots également sur votre pacte financier et fiscal. Oui, les mots que je voulais dire, effectivement, je partage les exemples et puis les façons de faire, on a un peu les mêmes. Moi, je voulais dire que quand on fait un pacte de solidarité financière et fiscale, on se pose la question d'abord, il ne s'agit pas de se dire moi j'ai moins que l'autre, pourquoi par nature c'est pas juste d'avoir moins que l'autre. Voilà, donc j'en veux autant et donc je fais le pacte pour en avoir autant que l'autre. Bon. C'est les jalousies intrinsèques qui sont naturelles et qui sont normales, hein, l'incompréhension d'une DGF. Aujourd'hui, il y a des montants de DGF chez les uns et chez les autres, c'est imbitable. Et personne n'est capable de savoir pourquoi ça se passe comme ça pour l'un et pour l'autre. Et on pourrait naturellement se dire, quand on fait un pacte, c'est pour récupérer ça. Parce que c'est pas juste et qu'on est ensemble.
Et il y a aujourd'hui deux grandes raisons qui font qu'on met en place des pactes. La première, c'est de se dire qu'on va essayer de corriger des fusions du passé et où à ce moment-là, je le dis comme je le pense, comme on le voit dans beaucoup de territoires, des erreurs du passé qui ont fait que beaucoup de fusions d'interco se sont faites dans la douleur et où chacun a dit le lendemain de la fusion, les gars, on va récupérer la même chose que ce qu'on avait avant chacun sur notre territoire. Donc en gros, on se met en situation de se dire que tout change pour que rien ne change. Et moi, j'avais 1 million chez moi, je veux 1 million. Lui, toi, tu avais 500 balles, tu auras 500 balles. Et c'est ça qu'on a vécu dans beaucoup de fusions. Oui. Exactement. Et alors, un mot que j'utilise souvent, c'est de se dire on ne peut pas accepter de se marier ou se retrouver marié sans accepter de partager le train de vie de la mariée ou du marié. Ou du marié. Après l'épreuve d'amour. On partage, Madame Vautrin. Et c'est exactement ça. Voilà, on parle de mariage, parce que c'est les mariages. Hein. Et donc ça, il faut accepter dès le lendemain que dans le mariage, on partage le même train de vie et c'est la nature des choses. Le deuxième moment maintenant pour lequel on peut faire un pacte de solidarité, donc on se repose ces questions-là. La deuxième bonne raison de le faire aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le panier financier, il bouge, les compétences, elles bougent, elles sont plus forcément à la commune, mais à l'interco. Et c'est pas toujours de notre faute, c'est même rarement de notre faute, hein, pour être très clair, hein, sur les transferts de compétences qui sont faits. Pour autant, on doit les faire vivre chez nous. Et pour les faire vivre, l'argent, il doit plus vivre du même endroit. L'impôt, il a un sens. On prend des impôts aux gens pour quelque chose à un endroit, donc on doit le remettre sur ce à quoi ça correspond pour nos habitants. Et on sert le même territoire, donc on doit le faire dans ce sens-là. Et pour que ça marche dans les deux cas, parce qu'il y a une raison un peu plus défensive, etc., à chaque fois, je pense que les gens l'ont dit là, puisque on s'est posé la question du service à rendre et où est-ce qu'on met les équipements demain, etc. Ça peut se faire qu'en lien étroit avec le projet de territoire. Clairement, le PS2F est un accomplissement, c'est un outil technique. Vous avez vu les chiffres et le bazar, là, les acronymes qu'on nous a sortis, etc. C'est de la technique, hein. C'est pas de la politique, c'est de la technique. C'est sous-entendu, on a fait un projet de territoire, on a voulu équiper telle commune de tel équipement, et j'ai pas dit commune-centre, hein, j'ai dit commune. On a dit que cette commune-là, c'est ce niveau-là d'équipement, cette commune-là, c'est ce niveau-là de service. Et donc demain, comment je fais pour le mettre en œuvre? Et j'ai des outils, ça s'appelle le pacte de solidarité financier et fiscal. Donc nous, on a utilisé un peu tous les objets qui étaient là et on l'a fait pour les deux raisons que je vous ai dites, hein, de complexité d'avant et d'écriture d'un projet de territoire. Alors on est allé tous azimuts, dotation de solidarité communautaire en mettant tout le monde dedans avec les mêmes règles demain. On s'est posé la question, on avait défini nos polarités de premier niveau, de deuxième niveau, de service, etc. Et le niveau de service qu'on voulait mettre en place, on fait de la mobilité, on n'en fait pas, enfin, toutes ces questions se posent. Donc une dotation de solidarité communautaire, un fonds de concours qui a été mis en place, la taxe d'aménagement, pour le coup, le truc qu'on nous a sorti il y a 1 an, là, honnêtement. Vous faites un pacte de solidarité financier fiscale, ça devient un non-sujet. Parce qu'en fait, c'est celle qui a le plus de sens. C'est marqué taxe d'aménagement. Donc, tu fais l'aménagement, pourquoi, pour qui? Une fois que tu es autour de la table et que tu t'es dit la question, à quoi sert cette taxe d'aménagement? Si c'est l'un qui le fait, c'est l'un qui reçoit l'argent. Si c'est l'autre qui le fait, donc en gros, si c'est la commune ou c'est l'interco, en fonction de l'endroit, il est très facile dans ce cadre, dans ce schéma de pensée-là, de se répartir une taxe d'aménagement indépendamment d'un truc qui nous pondrait d'en haut, on nous dit vous fixez un pourcentage. Voilà. Donc ça, dans un pacte de solidarité financière fiscale, et quand on réfléchit le sens de l'impôt, ça se fait à une vitesse, pour le coup, ça glisse la taxe d'aménagement. Alors vous avez vu les cris qu'on a tous poussés, moi le premier, hein, parce qu'on a fini par faire un truc incohérent, de corriger l'accord qu'on avait localement, et notre accord local, c'est souvent le bon, hein, puisque c'est celui qu'on a su partager dans la douleur. Moi, ma DSC, pour le coup, j'avais une DSC qui était... beaucoup de DSC sont des primo-riches dans les fusions. Je dis les choses, hein, tu avais les communes centres qui avaient une TP, elles ont perdu la TP, mais elles ont récupéré par la DSC l'accélération de la TP. Ça n'a pas de sens si l'interco porte l'objet du financement que la commune portait avant. Et donc c'est ça qu'il faut se dire entre nous. Est-ce que l'interco, et donc est-ce que le village de Madame Vautrin à côté est prêt à assumer de porter une partie de l'équipement central qu'on mettra à Reims, parce que Reims est au centre et au milieu, et en l'échange de ça, du coup, il n'y a pas de raison de re-rendre, entre guillemets, d'une façon artificielle, ce qu'on avait fait dans les premières fusions, une TP à une commune qui, elle, ne le porte plus, puisque c'est l'agglo qui va le porter. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on se pose. Et alors nous, pour se faire peur, mais ça on n'y est jamais arrivé, on a même posé la question de la DGF territorialisée à la fin. Et là, on en est encore là aussi, hein, Catherine, je te rassure. Donc... mais on se l'est mis en horizon, on ne sait jamais, des fois qu'à un moment donné on devient complètement dans un monde utopique. Mais sans date. Non, on n'a pas la date là. Ouais. Mais comme ça revient régulièrement. Et un point qu'on a fait aussi, on a partagé le FPIC,
parce que comme j'ai fait, alors pour le coup ça a du sens, on a fait énormément de mutualisation dans notre communauté de communes. Donc j'ai un coefficient de mutualisation qui est à 0,78 pour ceux à qui ça parle. Donc voilà, en gros c'est très très intégré et je me reverse les services mutualisés par le biais de l'AC. Alors là je vais faire de la technique, mais ça perturbe tous les potentiels fiscaux des uns des autres, etc. Et donc on s'est servi du SPIC pour corriger cet effet très délétère pour mes communes voisines qui ne mutualisaient pas. Et donc on a dit, voilà, la mutualisation vous coûte tant, alors que c'est un but politique de faire ensemble, donc ce n'était pas fait pour coûter aux communes. Donc on va essayer de vous le faire récupérer par le biais du SPIC. Juste pour la blague et pour l'humour, le SPIC, tous les ans, doit être voté de façon unanimitaire par le conseil communautaire. Donc quand on se lance sur le SPIC, il faut essayer de ne pas voler une commune. Sinon, il y a voilà, tous les ans, tu as un qui ne vote pas, ou au renouvellement de mandat, il y en a un qui ne vote plus. Quoi, voilà. On va donner un peu la parole à la salle. Pierre Jouvet et Marie Ducamin, je ne vous oublie pas, hein, je vous rassure. Mais déjà un premier tour, s'il y a des questions. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre micro ou pas? On est pauvre, ça n'est. Merci. Oui, bonjour. Donc, je dis Claude Solis, maire de Saint-Jouvent, est dans une communauté de communes qui est en train d'écrire son pacte fiscal et financier dans la douleur. Très honnêtement, nous sommes dans une communauté de communes issue de 3 Comcom et dans une communauté de communes subie. C'est-à-dire que le projet du territoire a beaucoup de mal à avoir, je dirais, du sens, puisque certains sont tournés autour du développement de la 20, d'autres autour de la 147, et que très honnêtement, entre une commune de 120 habitants et des communes de 11 000 habitants, c'est très compliqué. On est trop nombreux. Donc, je vois que vous arrivez à trouver des solutions, et c'est très intéressant, mais vous avez quand même un avantage, c'est que vous avez soit de l'argent, soit la possibilité de restituer des services. Notre Comcom est déficitaire depuis plus de 5 ans, et donc ce que l'on récupère, c'est le droit à payer sans avoir de services supplémentaires. Donc, quel que soit le sujet, quand je me retourne vers mes administrés, je dis le pacte financier indépendamment à chaque question, des compétences qui étaient territorialisées sur un, qui n'étaient pas généralisées, de la voirie, etc. On peut être d'accord sur le fond, je suis d'accord. Après, quand on prend la logique, on se dit, oh oui, pourquoi pas. Puis quand vous faites l'addition et que vous apercevez que finalement vous rentrez dans le rouge dans votre commune pour pouvoir finaliser et signer ce pacte financier, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus de marge d'autofinancement parce qu'il vous faut verser plus de 100 000 euros à la Comcom. Et pris indépendamment, chaque sujet se respecte. Mais nous avons donc des communes où, effectivement, au bout d'un moment, on peut comprendre que nos conseillers municipaux et nos électeurs nous disent « Bah oui, mais enfin, s'il faut augmenter l'impôt dans notre commune pour sauver le soldat Comcom, qui est une Comcom un peu subie, ça devient compliqué. » Et donc, ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois, vous disiez, moi, en échange, j'ai promis des services. Moi, j'avais la chance d'être riche. Ben, nous, on a la chance d'être pauvres et de dire comment on se sort de notre fiscalité. Et c'est vrai que ces sujets-là, on a beaucoup de mal. Sur l'assainissement, il y avait du 3 € du mètre carré, et il y en a qui payaient pratiquement 0,25 du mètre cube, pardon, mètre carré. Mais... Vous pensiez aux ânes, peut-être. Les gens, quand on dit d'homogénéité, ben forcément, ceux qui peuvent payer pas cher, ils disent c'est pas possible, on peut pas aller comme ça. Alors on se dit on va se mettre 5 ans pour le faire. Mais du coup, il faut mettre l'argent à la poche dans le budget, sur les AC, pour financer la différence, puisque le budget n'est toujours pas équilibré. Après, on parle du budget petite enfance. La compétence était dans une Comcom, pas dans les autres. Donc il faut que la commune repaye, alors qu'elle ne l'avait jamais payé. Donc c'est très compliqué. Autant je trouve l'outil intéressant, autant la capacité à résoudre est quand même compliquée. Merci pour votre témoignage. Avant de... Je vous l'amène. On va peut-être prendre 2-3 questions, on répondra après. On vous le donne après. Non, mais que de politesse. Voilà, c'est une salle apaisée. Au moins, mon témoignage, il n'est pas très positif non plus, parce que c'est une petite communauté de communes de 9000 habitants, située dans le Cantal. Il y a 3 bourgs-centres, et il y avait 3
indemnité de compensation qui était importante, si vous voulez. Hein, il y a 3 bourgs-centres. Et parmi ces 3 bourgs-centres, les indemnités de compensation ont été dues dans une commune parce qu'elle avait un barrage. Donc elle touchait près de 300 000 euros d'EDF tous les ans. Hein. Notre commune, nous, avait une industrie avec 40 emplois qui maintenant est à 160 emplois. Et puis, il y avait une autre commune qui n'a pas bougé beaucoup. Elle est restée à peu près à 20 000 euros voilà. Alors, le problème, c'est que ces choses ne changent pas, si vous voulez. Donc, actuellement, moi, je voudrais qu'on fasse un pacte financier parce qu'on a aussi joué à la fois sur la base, si vous voulez, puisque nous, notre base a augmenté, et sur le taux, parce que les communes de barrage savaient très bien que EDF n'allait pas pouvoir se délocaliser, et donc avait un taux qui était très élevé. Je crois qu'il y a les maximums, on est rentré en communauté de communes en 2004, hein, et le taux maximum c'était 26%. Hein. Aujourd'hui, ils sont descendus à 17%, c'est-à-dire que la communauté de communes touche moins d'argent, si vous voulez, hein, que ce qu'elle reverse à cette commune qui a un barrage. Par contre, nous qui avons augmenté de 40 à 160 emplois, on touche exactement la même chose. Donc ça, c'est une difficulté. Moi, je demande qu'on fasse un pacte financier, mais on n'y arrive pas. Personne ne veut le faire. Une deuxième question que je voudrais poser. Très courte, s'il vous plaît. Oui. La deuxième question que je voudrais poser, c'est qu'on a pris de façon anticipée la compétence assainissement. Enfin, la communauté de communes a pris la compétence uniquement assainissement. À mon avis, l'assainissement, c'est un service industriel et commercial. Et donc, il ne devrait pas y avoir de modification des indemnités de compensation. Puisque moi, j'ai toujours vu la DGFiP qui nous disait qu'on ne pouvait pas faire payer par les impôts, hein, les services. Or, actuellement, il y a 350 000 euros qui viennent des communes pour aller à la communauté de communes. Parce que c'est ce que la CLECT a décidé. Nous avons été au tribunal administratif. Quelques communes, 3 communes, nous avons été au tribunal administratif. On vient de gagner. Mais ce n'est pas pour ça, on a fait appel, et je pense que ce n'est pas pour ça qu'on va avancer. Donc c'est quand même des fois l'intercommunalité, pas un long fleuve tranquille. Merci pour votre témoignage. Merci. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis élu d'une communauté de communes dans les Cévennes qui est née l'année de ma naissance, en 1995, et qui avait en 2020, quand on l'a récupéré, 28 années de désendettement, donc mon âge aussi, 28 ans, donc moi, ça me permet de relativiser assez bien. Bon, on a fait un gros travail depuis, on est redescendu à 12, mais le Trésor public veut nous garder encore un peu au chaud dans le réseau d'alerte parce qu'ils ne sont pas bien sûrs qu'on est bien rétabli, donc ils vérifient et c'est tout à leur honneur. On a quand même travaillé cette question du pacte financier et fiscal avec des nouveaux critères. Pour ceux qui sont familiers du fonctionnement des SDIS, on a dit la même chose que le décret des SDIS, c'est-à-dire à la fois l'annualisation sur l'inflation, mais aussi on prend 80% du critère de l'AC tel qu'il existe, et puis les 20% à côté, ça c'est à la délibération des maires. Donc il y en a qui aiment bien le critère de distance avec l'équipement concerné. On a un bourg-centre et puis des communes très éloignées pour schématiser. Il y a le critère de la richesse relative des uns par rapport aux autres, donc le potentiel financier qu'on a retenu. Mais tout ça nécessite des règles de majorité en conseil qui sont quand même très difficiles à franchir, et notamment pour certaines communes. Et au global, ce qu'on constate, c'est que c'est un schéma qui paraît insatisfaisant, cette histoire des 80% et de manière générale les AC, parce que c'est un schéma qui a été gelé en 2001 et puis qui a un petit peu évolué ensuite en 2006 avec l'ATP, etc. C'est quelque chose dont on est très coutumier en France, c'est-à-dire on gèle une situation à un moment donné et puis ensuite ça perdure. Sauf que là, c'est pas gelé entre nous et l'État et puis on peut aller guerroyer contre l'État pour dire bah là il manque 0,1 et puis vous le rajoutez. Là, c'est une situation qui est gelée entre nous-mêmes, entre moi l'adjoint aux finances et moi le vice-président aux finances. Donc des fois, je suis un peu schizophrène avec moi-même parce que je suis pas toujours d'accord avec moi-même sur les orientations budgétaires des deux collectivités. Et mes collègues me disent la même chose, maire. Voilà, je voulais vous entendre sur cette question de geler une situation et comment on y remédie quand on n'a pas la chance d'avoir, comme vous le disiez, des services à proposer en échange. Merci. Merci bien. On vous redonnera la parole tout à l'heure. On peut déjà essayer de tenter de réagir, répondre. J'ai une réaction qui m'est venue à un moment donné, c'est que
Alors, par rapport à la situation de madame, moi, je suis arrivé dans une situation dans ma communauté de communes cataclysmique d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'en fait, la fusion s'était très mal passée. Et donc, ce que vous allez peut-être vivre et ce que vous allez peut-être acter dans la douleur politique, ça se trouve, demain, vous allez acter une situation financière intenable. Mais pour faire la fusion, etc., politiquement, on fait des choix qui permettent la fusion, qui permettent d'arriver au bout d'un processus à un moment donné. Et en fait, comme nécessité fait loi, et ben à un moment donné, il faut que quelqu'un se réveille et vous reprendrez le truc, parce que sinon, et c'est le cas de monsieur, avec l'histoire du barrage et de l'industrie, on paralyse les situations d'investissement dans les Comcom. On paralyse le système. C'est ça la vérité. Et donc, il n'y a pas de solution, effectivement, vous avez raison. Si vous perdez les 9% sur de 17 à 26%, etc. sur le barrage, vous les perdez. Et donc, résultat, le lendemain, quand la communauté de communes devrait peut-être faire un investissement sur cet endroit-là, etc., il y a tout le monde qui lui répond autour, on ne le fera pas. Et donc, en fait, vous allez rentrer dans une situation de blocage que moi j'ai vécu très fortement. Et en plus, c'était le fait en partie de ma commune qui prenait beaucoup de cette DSC non solidaire, en fait. Ouais. Donc, c'était mon cas. Moi, j'étais celui qui gagnait avec le barrage, etc. Et à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut qu'on réalise qu'on n'arrive plus à faire d'investissement, qu'on n'arrive plus à faire ensemble. Et il y a quelqu'un qui se réveille en disant c'est plus tenable, c'est plus possible. Il vaut mieux que ce soit nous avant que ce soit le préfet, parce que pour le coup, dans les situations des uns des autres, on voit que ça peut être très compliqué. Et la schizophrénie. Alors, moi, je suis né en 1975. Ce qui me rassure, c'est que 2 ans après, André Léniel prenait son poste à Issoudun, qui ne l'a pas quitté. Donc on a tous de l'avenir à commencer tôt. Mais c'est très bien, monsieur le schizophrène, on en est tous là. Effectivement, vous avez raison. Mais ce n'est pas qu'une question. Moi, je pense qu'il faut remettre le sens politique des choses au milieu. Il faut redonner du projet territoire, du sens. Et quand on y réfléchit bien et qu'on veut faire des projets, les solutions, elles s'imposent à nous-mêmes. Mais c'est un peu théorique, tout ça, je suis d'accord. Et ce n'est pas une question de moyens, parce que les moyens, on en a de moins en moins. Jacques, je te laisse. Oui. Alors merci Joël, tu as parlé de 1975, c'est l'année de création de mon intercommunalité. Donc 48 ans, ce qui n'a pas d'ailleurs été toujours un long fleuve tranquille, mais la question, je crois, de fond, c'est que si on met en place un pacte financier et fiscal pour régler les problèmes du passé, de toute façon on n'y arrive pas. Ce qui est important, c'est toujours se poser la question du progrès. Comment ensemble peut-on progresser? Peut-être même, et je vais le citer, en ayant des démarches à la carte, c'est-à-dire en revenant finalement à ce qui a construit souvent la coopération intercommunale dans nos fameux syndicats à la carte, et en se posant la question de savoir comment collectivement, sans qu'il n'y ait de perdants à tout point de vue, financier mais aussi politique, parce que le maire qui revient dans sa commune en faisant valoir les progrès réalisés par l'intercommunalité, c'est à sa population qui rend des comptes. L'intercommunalité, aujourd'hui, n'a pas encore le sens politique qu'on aimerait lui donner. Donc, c'est le service au maire qui est important. Au Sicoval, donc communauté d'agglomération du sud-est toulousain, certes, sans doute, avec un dynamisme que d'autres territoires n'ont pas, en fait, nous avons adopté un certain nombre de principes qui peuvent être tout simples. Jamais de perdants. Donc, lorsque nous nous posons la question d'une nouvelle redistribution, la question est de n'avoir jamais de perdants. C'est un principe de base. Le second principe, c'est qu'à partir du moment où les communes se posent la question de la mutualisation au sein de l'Interco, il faut qu'elles préfèrent l'Interco à d'autres services extérieurs. Nous avons adopté un principe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un service mutualisé, eh bien, les communes ne payent que 80 voire 75% du coût réel. Il y a toujours une part de mutualisation assumée par l'Interco elle-même. De toute façon, ça n'est qu'un principe de vase communicant. Si les communes devaient le payer seules, elles feraient appel souvent à l'impôt. Là, c'est l'Interco qui s'en charge pour le compte des collectivités. Et pour beaucoup de maires, vous savez, c'est très pratique. Et on accepte volontiers d'être porteur éventuellement de cet aspect dispendieux, tout en étant les meilleurs gestionnaires possibles dans un contexte assez tendu. Le deuxième élément, c'est la question, bien évidemment, du projet partagé. On sait que, sur certains territoires, la diversité territoriale rend impossible un projet entièrement partagé à 100%. Osons les services communs, osons la subdélégation, osons la différenciation territoriale, permettant, le cas échéant, même pour certains services, on parlait de la voirie chez nous, on peut avoir une subdélégation sur l'entretien de la voirie. Ça engage le maire, mais ça se fait. Prenons les eaux pluviales urbaines, c'est aussi le cas. Donc ayons finalement cette étape qui va permettre à l'Interco d'être réellement au service des communes, composé par un projet voulu par les maires,
tout en étant dans le principe qui a été un principe fondateur, faisons ensemble ce que nous ne savons pas faire seuls. Je crois que ces éléments-là sont générateurs de progrès. Le financier vient ensuite. Et c'est bien comme ça qu'il faut concevoir le pacte financier et fiscal. C'est que ça, moi, si je peux me permettre, en une phrase. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, madame, et je crois que le premier sujet, c'est peut-être le projet de territoire, parce que si effectivement il y a un énorme sujet financier, peut-être que le projet de territoire va permettre de dégager des priorités. Forcément, on a des priorités. Vous m'avez dit, vous êtes riche. Non, on n'est pas riche. On a juste essayé de serrer notre fonctionnement et notamment pour reprendre des emprunts qu'on a réglés, etc. Mais on l'a fait parce qu'on était d'accord sur une vision partagée. Et je partage tout à fait, et je me permets d'insister là-dessus, c'est une mutualisation. Vous savez, moi, je suis sur un territoire, on a l'habitude de la coopération. C'est vrai chez les vignerons, c'est vrai chez les agriculteurs. Mais quelque part, c'est une coopération de maires en sachant que chaque maire reste le patron chez lui. Parce que sinon, c'est le début des ennuis. Et je crois que ça, il faut vraiment insister là-dessus. Et je reprends l'idée de pas de perdant. Chacun est patron chez lui et il permet, dans une vision partagée, d'avancer ensemble. Merci. Pierre Jouvet, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de pacte financier et fiscal, vous n'en avez pas, mais a priori pour de bonnes raisons. Genre, juste quelques éléments, hein. Votre communauté de communes, 34 communes, 48 000 habitants, fusion de 4 intercos, mais qui a priori s'est bien passé. Donc, il y a eu un accompagnement, peut-être que ça n'a pas été au début totalement acclamé, mais ça a été moins dur que dans d'autres territoires. Et surtout un partage de la fiscalité dès 2015, si je ne dis pas de bêtises. Dès 2015. 2015, donc pas besoin de pacte du coup. Non, pas besoin de pacte. Alors, si je reviens en 2 mots sur ce que vous disiez pour donner le contexte général. Quand en 2013, le préfet de la Drôme de l'époque propose la fusion des intercommunalités, il propose une fusion de 3 intercommunalités dans le nord de la Drôme. Et je refuse la fusion en disant je ne veux pas une fusion à 3, je veux une fusion à 4. Parce que moi je crois à un effet central qui est évoqué et qui est très impopulaire chez les maires, je le dis en amont sans donner de leçons à personne, c'est que je crois de plus en plus aujourd'hui à l'effet de seuil. Et en fait, à un moment donné, quand on dit que la loi permettait de laisser des intercommunalités à 5 ou 6 000 habitants, je suis convaincu que ça ne peut pas fonctionner. Je vous le dis comme je le pense. Et à ce moment-là, on a travaillé avec le préfet, ce qui était un sujet tout aussi compliqué que l'acceptation de sa carte intercommunale dessinée, de dire on rajoute une intercommunalité supplémentaire. Et donc on a travaillé pendant 1 an et demi avec les élus du territoire et surtout avec les habitants. Parce que je pense que ce qui est absent de notre débat, c'est qu'on a l'impression que l'intercommunalité, soit elle est subie, soit elle est choisie, et soit c'est un débat entre élus qui parfois dans des territoires ruraux ou périurbains, moi c'est un territoire rural et une partie périurbaine, sont enquistés dans des querelles parfois de clochers qui datent de décennies. Sauf que quand au milieu de ça, vous mettez les habitants, vous vous apercevez d'une chose, c'est que les habitants sont beaucoup plus intégrés dans le fait intercommunal que nous-mêmes. Et au départ, quand moi je suis élu président de la communauté de communes en 2014, je le fais avec encore plus de facilité que ce que je le fais aujourd'hui, c'est que je ne suis pas maire. Et voilà. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, il y a une confiance qui se fait avec les autres maires qui disent, bon, comme il n'est pas maire, il n'est pas là pour nous piquer le gâteau. Mais ce que j'ai essayé de développer, et je vais vous donner un exemple, je suis sûr qu'il va parler à beaucoup dans la salle. Je disais, mais vous m'expliquez que vous ne pouvez pas partager la fiscalité entre 2 communes voisines où les habitants vivent ensemble, alors que les 2 communes voisines ont un club de foot partagé depuis 15 ans. Et vous allez me dire que parce qu'il y aurait des antécédents entre les uns et les autres, ça ne fonctionnerait pas. Et donc moi, je crois d'abord et avant tout à la réussite de l'intercommunalité par le projet politique pour les habitants. Et donc, ce qu'on a fait... Pas dans l'autre sens. Non, pas dans l'autre sens. Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites? Moi, quand j'ai fait ma campagne pour devenir président de l'intercommunalité en 2014, je l'ai faite sur le thème que je vais vous décrire. J'ai dit, il y a 2 solutions. Soit vous considérez que l'intercommunalité, c'est comme l'Europe, c'est loin, ça vous emmerde et ça sert à rien. Soit vous considérez à l'inverse que c'est créateur de projets, que ça permet de développer un territoire et que ça tirera tout le monde vers le haut. Moi, je ne suis pas issu d'un territoire riche non plus au départ. La Drôme, l'Ardèche, le nord de la Drôme et le nord de l'Ardèche sont des territoires industriels qui ont subi le phénomène de la désindustrialisation de plein fouet, avec un taux de pauvreté extrêmement grand, avec des entreprises qui étaient sur le départ il y a 10 ans.
Aujourd'hui, on est arrivé à créer une dynamique collective, une dynamique politique, parce qu'on a partagé les sujets. Le deuxième élément qui est central, ça a été rappelé à plusieurs reprises, c'est aussi la question de la gouvernance. Si on est dans une intercommunalité qui veut reproduire des jeux et des schémas politiciens qui ne fonctionnent pas, ça ne fonctionnera pas. Si on est dans une gouvernance partagée, où chacun a la capacité d'avoir, j'ai fait la même chose que chez toi, le droit de veto, mais c'est fondamental le droit de veto. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, soit en tant que président ou vice-président de l'intercommunalité, on va convaincre de bout en bout le maire et son conseil municipal que le projet est utile, soit sinon ça ne fonctionne pas. Et donc dès le départ, nous, on a mis en place une répartition financière et fiscale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire un pacte financier et fiscal. Si je faisais un pacte financier et fiscal avec les règles préétablies de ce que je lis par ailleurs, ce serait moins favorable aux communes que ce que c'est le cas aujourd'hui. Et donc je crois que ce qui est nécessaire, avant tout, c'est d'avoir un projet politique partagé. En prenant un élément qui, et là aussi c'est pas évident par rapport à ce que vous disiez madame, que je comprends parfaitement, c'est de dire qu'est-ce qu'on porte pour les habitants. Vous savez, moi je constate depuis 10 ans que je suis élu local, le désengagement, tout pouvoir politique confondu, de l'État sur tout un tas de sujets. Aujourd'hui, chez moi, dans mon intercommunalité, s'il n'y a pas la communauté de communes, il n'y a pas de maison médicale. Il n'y a pas de centre de santé intercommunal où nous avons salarié des médecins généralistes, alors que nous étions en territoire sous-doté en nombre de médecins généralistes. Aujourd'hui, nous repassons au-dessus de la moyenne nationale. S'il n'y a pas la communauté de communes, vous n'avez plus de développement économique, vous n'avez plus l'investissement sur les zones d'activité économique. Et ce qu'il faut recréer, c'est le projet politique vertueux qui ensuite, derrière, entraîne une dynamique politique. Et je pense fondamentalement, et je termine là-dessus, parce que ça aussi, je sais que c'est très impopulaire, mais c'est une conviction très profonde que j'ai. Ce qui manque aujourd'hui à l'intercommunalité, ce n'est pas les outils, ce n'est pas la question des finances, de la répartition, même s'il y a des situations qui sont hétérogènes. C'est la légitimité politique. Comment expliquer? Alors aujourd'hui, moi je suis maire, donc j'ai cette légitimité-là, quand je ne l'étais pas. Comment expliquer que l'intercommunalité a une légitimité politique qui n'est pas issue du suffrage universel direct, avec un niveau de compétence aussi grand? 90 millions d'euros d'investissement dans ma communauté de communes. 90 millions d'euros. Le plus gros budget d'une commune, de ma communauté de communes, c'est la ville dont je suis maire, Saint-Vallier, 4 millions d'euros. Et je suis élu au suffrage indirect. Je suis légitime pour faire ça? Non. Et donc aujourd'hui, on doit amener, je crois aussi, ce débat-là dans le moment démocratique. Parce que quand les habitants et quand nos concitoyens comprendront aussi l'utilité, l'efficacité, la nécessité du fait intercommunal dans leur vie quotidienne, je pense que les débats et les complexités qu'on peut avoir entre élus, on les soulèvera aussi par la réalité de vie des habitants. Merci. Vieux débat, passionnant, mais vieux débat. Marie Ducamin, alors vous aussi, un pacte financier et fiscal, mais c'est peut-être aussi votre action. Est-ce que vous avez fait chez vous? Parce qu'on peut se dire, Rennes Métropole, déjà, c'est une taille bien au-dessus. Et surtout, ces traditions bretonnes où la coopération intercommunale est quasiment innée. Donc, on se dit, pour eux, il n'y a pas de souci. Ça coule de source. C'est pas si simple, finalement. Alors, en tout cas, c'est sûr que les situations sont extrêmement différentes. Et c'est l'intérêt aussi de ces échanges et de mesurer tout ce qui se passe et de voir, parce que quand on est élu, on a surtout l'expérience de son propre territoire. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir se retrouver et d'entendre les expériences des autres. À Rennes Métropole, enfin, la communauté urbaine, en tout cas l'intercommunalité, ça date de 1970. Encore plus vieux que vous. Donc, bon, évidemment, je n'ai pas connu ça. Moi, je ne suis pas élue depuis très longtemps. Mais il y a cette habitude et il y a comme une évidence à être en intercommunalité. Il y a comme une évidence, mais c'est un peu... Enfin, la métaphore européenne, elle est intéressante parce qu'il y a plein de points communs. C'est tellement une évidence que finalement, c'est comme la paix, quoi. On oublie que c'est pour ça qu'on a construit et que il peut y avoir une forme de lassitude, une forme de technocratie qui s'installe. Et je pense que ce qui est important
enfin moi, le point commun que je vois dans tout ce qui s'est dit, c'est la question de la gouvernance, la question de la démocratie, la question de la place et de la légitimité de chacun. Alors, je ne partage pas trop ce que tu disais sur... ou en tout cas, ça me pose question, ce que tu disais sur la représentation, parce que je pense que tant que les communes existent et tant que les élus locaux existent, si on fait un étage supplémentaire qui est différent et qui, du coup, se coupera davantage, peut-être, de l'élu local, je crains que qu'il puisse y avoir des biais, parce que là, finalement... si on revient au projet, ce qu'on a dit à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'est essentiel, surtout quand on fait des finances, parce que sinon on se noie dans la technique et on en oublie un petit peu les raisons de ce que l'on fait. Si on revient au projet, l'interco, c'est d'abord chacune des communes, donc chacun est légitime. Et la question de la gouvernance, sans cesse, il faut la remettre sur le métier pour justement, avec les nouveaux élus, puisque chaque mandat, il y a 2 nouveaux élus qui n'ont pas l'historique de l'interco, pour leur expliquer où on en est. Alors, sur Arène Métropole, donc très vieille intercommunalité, passage en métropole en 2015, 2 nouvelles compétences et pas des moindres, dont la voirie, ce qui est effectivement une question pour le maire, parce que c'est quand même souvent les questions de trottoirs et de routes qui sont celles qu'on nous pose, pas que heureusement, mais enfin beaucoup là-dessus. Et donc, il a fallu quand même digérer cette métropolisation. Donc, à l'époque, j'étais adjointe, mais je suivais beaucoup moins de ces dossiers. Mais je sais que ça a été dur pour tout le monde, enfin dur, y compris techniquement. Revoir les AC, organiser les services. Et là, on est dans le mandat de fonctionnement de ces nouvelles compétences, avec des questions de gouvernance. En matière de voirie, on a beaucoup réfléchi ensemble dans le cadre d'un pacte de gouvernance et dans le cadre de... Nous, on a des secteurs dans notre métropole pour pouvoir gérer cette compétence voirie, avec toujours, de la part des services de la métropole et évidemment des élus métropolitains, l'idée que c'est d'abord les élus locaux qu'il faut aller voir et qu'il n'y a pas un projet de voirie qui se fait si les élus locaux n'ont pas été complètement et à 100% mis dedans, comme si c'était des élus métropolitains. Enfin, pour les services, ça ne fait pas de doute. Voilà, ils ne font pas les projets sans les élus. Mais en revanche, et c'est là où l'interco a de l'intérêt, il y a des projets qui sont intercommunaux et qui ne se seraient pas faits sans interco. Enfin, des projets d'aménagement où chacun aurait été un peu frileux parce que qui est-ce qui va le premier, etc. Donc là, il y a des voiries structurantes et évidemment des projets de mobilité très importants. Et donc, l'interco a tout son sens, mais c'est vrai que c'est quand même une agilité et puis un souci qu'on doit avoir, une précaution qu'on doit avoir chaque jour que l'on agit pour pouvoir embarquer tout le monde dans ce projet métropolitain. Alors simplement, je voulais simplement dire qu'on a revu au cours du mandat, on a une dotation de solidarité communautaire qui est assez importante, de 36 millions d'euros, près de 70 euros par habitant, donc c'est beaucoup. On a dû la revoir parce qu'elle avait été figée pour des questions un peu... je pense qu'on connaît tout ça dans nos collectivités. Les choses sont vues à un moment donné, après c'est compliqué d'aller les revoir dès qu'on touche à la redistribution parce qu'il y a des gagnants, des perdants, ou alors il faut remettre au pot de façon importante. Donc bon, on avait repoussé un peu cette question de la DSC. On l'a revue. Alors, dans la douleur, je ne sais pas. En tout cas, dans des échanges quand même assez fournis, assez complexes en plus, parce que il faut essayer de voir comment ça s'était construit. Et puis, on a été obligé quand même d'abonder un peu notre DSC pour la faire fonctionner. Mais il y a des communes qui ont perdu et d'autres communes qui ont gagné. Simplement, le fait de se mettre d'accord sur les critères, on a d'abord discuté sur les critères. Des critères, notre objectif, c'était atténuer les disparités de charges et de ressources au sein des communes de la métropole. Et puis, accompagner la politique métropolitaine, notamment en matière d'accueil de population, de PLH. Et on était d'accord. Alors là, sur les critères, il n'y avait pas de... C'est là-dessus qu'on a commencé, sans donner aucun chiffre. Et puis ensuite, on a fait tourner les critères, on a vu ce que ça donnait, on a vu les écarts, on s'est dit, ouf, ça va être quand même compliqué. Donc, un mécanisme atténuateur quand même pour pas que les communes soient en difficulté. Et la chose a été là aussi acceptée par tout le monde, avec l'idée que régulièrement, il faut revoir cette DSC de façon à pouvoir se mettre d'accord là-dessus. Merci Nicolas Laroche, je ne vous oublie pas, on présentera les outils rapidement de l'AFGL. On peut prendre peut-être une, deux, trois questions. Je cherche un micro, merci.
Bonjour à tous, donc Gérald Martinez. Je suis vice-président à l'Interco du Champs-Valgo, responsable de l'environnement et maire de Saint-Léger-les-Mélèzes, donc une commune support-station dans les Hautes-Alpes, donc région sud. Alors, probablement, je suis venu ici parce que j'avais lu Finances intercommunales, agir avec les communes. Je voulais savoir un petit peu comment ça allait s'articuler parce que la raison d'être d'une intercommunalité, c'est de travailler pour les communes. Et non pas avec, mais pour. C'est-à-dire les gens qui sont à l'intérieur de la communauté de communes travaillent ensemble pour alléger, on va dire, certains poids qui étaient sur les collectivités que l'on pouvait mettre et qu'on pouvait mutualiser. Alors il est bien certain que les choses vont évoluer au fur et à mesure. Monsieur Daladrome a parlé, c'est un jeune élu. Les choses vont certainement évoluer au fur et à mesure et que derrière, voilà, on peut peut-être changer de paradigme. Mais il est bien certain que moi, la première chose que j'ai constatée lorsque je suis arrivé au niveau de l'Interco, c'est déjà qu'on n'est pas sur la même fiscalité au niveau de toutes les communes, puisque personne n'a révisé les bases et personne ne s'est intéressé à savoir comment on va harmoniser les taux. Ça, c'était la première chose qui m'a choqué, puisqu'il y a une énorme disparité en fonction de l'endroit où on se trouve, en particulier zone touristique comme nous, on est dans les Hautes-Alpes. C'est vrai que c'est assez particulier. Et je me dis que oui, les choses vont certainement évoluer, mais dans l'état actuel des choses, nos collectivités, c'est les communes, et que je sache qu'une interco n'est pas encore une collectivité territoriale. C'est une émanence de ce que nous, on souhaitait faire ensemble. On nous a imposé les intercos et les périmètres d'intercommunalité. Alors oui, nous en montagne, je pense sincèrement qu'une intercommunalité à 5000 habitants, elle est pertinente parce que nous ne sommes pas dans les mêmes vallées. Et que quand on nous a réunis les 27 communes et les 3 intercos sur 2 vallées avec des paradigmes complètement différents, avec des fiscalités complètement différentes, ça allait expliquer à une commune qui a 20 ou 30 000 euros ou 40 000 euros de budget de travailler avec une autre commune qui en a 53. C'est très compliqué. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc c'est vrai qu'il faut travailler par territoire, il ne faut pas s'opposer, la manière de voir les choses, la manière de fonctionner, la manière d'imaginer comment on peut travailler par territoire, mais on ne peut pas uniformiser. Et quand je vous ai entendu tout à l'heure, je me suis dit, on est plutôt, quand je vous entends parler, vous êtes convaincu de l'uniformisation en quelque chose, je ne sais pas, mais voilà, je crois qu'il faut véritablement qu'on arrive ensemble, tous ensemble, parce que c'est nous, hein, la force du territoire, la force les maires, les intercos. Il faut qu'on arrive à se parler, à se faire entendre et ne pas donner, entre guillemets, à manger à notre exécutif national sur des sujets en apportant, on va dire, une confirmation dans certaines manières de voir les choses. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. On a nos territoires, on doit travailler sur nos territoires et faire bloc sur nos territoires, ne pas s'opposer, ne pas opposer l'urbain, ne pas opposer le rural et travailler tous ensemble. Et la force de l'AMF, je pense que c'est aussi travailler de cette manière-là et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler comme ça. Merci. Mais moi, je veux bien répondre directement d'un mot. Moi, je ne suis pas pour opposer, au contraire. Et je ne crois pas à l'uniformité territoriale. Je pense que l'erreur, d'ailleurs, de toute la pensée territoriale dans ce pays depuis 40 ans, c'est qu'on pense la France à l'échelle de Paris en la regardant avec des jumelles et en se disant on va découper comme ça. Et ça, c'est une connerie phénoménale. Donc moi, je ne crois pas à ça. Ce que je crois à l'inverse, c'est que les effets qui ont été amenés, notamment d'un point de vue financier, ont fait qu'aujourd'hui, moi, dans mon intercommunalité, la plus petite commune, c'est 120 habitants. Mais s'il n'y a plus l'intercommunalité, elle s'appelle Felclo, la commune. Elle met la clé sous la porte. Terminé. Parce qu'elle n'a plus aucun moyen d'agir, parce qu'elle n'a plus les capacités de le faire. Et moi, c'est ça que je veux dire quand je parlais d'effet de seuil tout à l'heure. Je pense à l'inverse que moi, dans le sud de la Drôme, qui est beaucoup plus rural que le nord de la Drôme, on a des intercommunalités plus petites. La difficulté réelle aujourd'hui, face à laquelle on est, c'est les leviers d'action que nous avons en tant que maire. Parce qu'en tant que maire, moi, je viens d'être touché de plein fouet dans mon territoire par les inondations. Demain, quand on me dit 200 millions d'euros pour aller lutter contre les inondations, mais je ne sais pas faire.
Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de financement, il y a la compétence GEMAPI, alors heureusement, elle est levée par l'intercommunalité, il y a une redistribution qui se fait. La réalité, c'est les moyens qui sont donnés aux communes, c'est les ressources qui sont faites. Et qu'est-ce qui est fait depuis 30 ans? Parce que c'est politiquement incorrect de le dire. Mais ce qui est fait depuis 30 ans, tout gouvernement qui se sont succédés les uns auprès des autres, la réforme de la DGF, et puis après la réforme maintenant de la fiscalité où on ne peut plus prélever l'impôt et où donc on n'a plus d'autonomie fiscale, c'est qu'en fait on assèche les collectivités et les mairies en particulier pour que peu à peu elles disparaissent. Et après on vient tous les ans au congrès des maires pour dire les maires vous êtes formidables et on va vous défendre. Ça ne peut pas fonctionner. Donc soit il y a un vrai pacte de confiance qui est fait, et le pacte de confiance il ne se fait pas. Moi je ne veux pas aller voir comme... comme on serait les larbins de tel ou tel responsable politique qu'on vienne me faire un chèque. Moi, je ne demande pas des chèques. Je demande une autonomie politique, une autonomie financière, une autonomie fiscale qui permet à la réalité et à l'aune de tous les territoires dans lesquels nous vivons de pouvoir créer, de pouvoir se développer et de pouvoir faire vivre nos habitants. C'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit porter. C'est ça le message que je veux dire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on n'a pas des intercommunalités puissantes, aujourd'hui, je crois que la réforme des régions a fait qu'on a des super grandes régions hyper éloignées. Moi, je suis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, excusez-moi, hein, quand vous traversez, il y a des élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je les vois. Quand vous traversez, que vous voyez la taille de la région, ça n'a plus de sens en termes d'aménagement politique. Aujourd'hui, les départements sont à l'os et plus les mois et les années vont avancer, plus les départements seront financièrement à l'os. Les communes, on leur a enlevé tout levier financier et les communautés de communes et d'agglos, maintenant, on leur enlève tout levier fiscal. Sauf que si on n'est pas là, il n'y a plus de service public, il n'y a plus de proximité, il n'y a plus d'amortisseur social. Ben, je pense que le combat politique qu'on doit porter ensemble, c'est celui-là et c'est ce message politique qu'on doit porter. Merci. On avait une autre question. Oui, donc Thierry Dalbreil, président du Pays de la Française de la Tarn-et-Garonne. Juste un témoignage, j'irai dans le sens de Madame Vautrin. Lorsque nous avons fusionné en 2017, donc c'était une intercommunalité rurale, 7 communes, 7000 habitants, on avait l'option d'aller vers le Grand Montauban, grosse communauté d'agglos, où on allait disparaître et être dilué en fait, où on avait la possibilité d'aller vers Castelmoissac, autre communauté d'agglos, et nous on s'est battu pour survivre. On a réussi à convaincre 4 communes d'une intercommunalité toute jeune, qui comprenait 6 communes, de venir avec nous. Donc on a divisé la communauté de communes d'à côté pour récupérer les 4 communes. On s'était mis d'accord d'ailleurs sur une enveloppe, comme on parlait de mariage tout à l'heure, c'est ça, on regarde bien d'avoir le même verre, mais il faut avoir les 2 brosses à dents. Sauf que nous on est arrivé avec notre brosse à dents et les collègues, pas du tout. Donc ils sont arrivés avec 0. On a vécu une période compliquée, tendue, parce que quand on n'a pas le budget, on a augmenté les impôts du jour au lendemain de 10%. On a gardé une partie de ce qui devait être reversé aux communes au niveau des AC. Ça a été difficile. Et il s'avère qu'on a passé 2 ans et demi jusqu'à l'élection un peu compliquée. Et à la veille des élections, on s'est quand même posé avec mes collègues maires en disant on ne peut pas durer comme ça, il faut absolument changer. Ce qui fait qu'on est parti aux élections municipales, chacun de son côté. D'ailleurs, tous les maires qui s'étaient présentés, à l'exception de 2 qui ne repartaient pas, mais sont partis avec un projet commun intercommunal. C'est-à-dire que dans toutes les professions de foi des maires qui se représentaient, il y avait un volet intercommunal. Ce qui fait que la première chose que nous avons faite, une fois que le Covid est passé, qu'on a pu refaire des réunions un peu posées, eh bien, on a fait un projet de territoire. On n'a pas de pacte financier, mais on a un vrai projet de territoire où on sait où on est aujourd'hui et on sait où on veut être en 2030. Bon, entre-temps, il y a effectivement la perte d'une forme d'autonomie fiscale, il y a l'augmentation des taux d'intérêt. C'est pas grave, on décalera. Mais le projet de territoire, pour répondre aussi aux besoins des communes et de toutes les communes. On fait un dojo intercommunal, on ne le fait pas sur le bourg-centre dont je suis maire. Ce serait plutôt sympa. J'ai 3000 habitants, j'ai un dojo. Ah, le maire de la Française, il fait des trucs super. Non, on le fait dans une des communes, en périphérie, permettant ainsi d'irriguer correctement le territoire. Et donc, sans projet de territoire, l'intercommunalité n'existe pas. Alors, je ne partage pas l'idée qu'on soit élu au suffrage universel, parce que c'est effectivement un EPCI et pas une collectivité. Néanmoins, il faudra lui donner en tout cas une légitimité supplémentaire, ça c'est sûr, constitutionnellement ou autre. Mais c'est vrai que ce projet de territoire, moi je suis un fervent défenseur de cette ligne-là, ça prend du temps, on associe la population, on l'a lié aussi avec un diagnostic social partagé, enfin, on a vraiment porté, aujourd'hui, on sait où on va, le PCI n'est plus discuté, à part pour les problèmes financiers que nous rencontrons toutes et tous. Merci pour votre témoignage et effectivement d'insister sur le projet de territoire. Je pense qu'il va falloir que... Vous aurez un mot de conclusion, mais est-ce qu'on peut-être à Nicolas Laroche que j'ai fait la promesse de présenter les outils et après je vous donne le mot de la conclusion évidemment.
Merci beaucoup. Je vais faire rapide parce qu'à l'entrée de la salle, on vous avait remis une petite plaquette de présentation du portail de données de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Alors je vous invite, c'est pas d'habitude on ne fait pas du tout ça, mais là en même temps que je parle, n'hésitez pas à aller sur vos téléphones, hein, je ne serai pas du tout vexé. Au contraire, je serais très content si vous alliez directement sur l'outil data.ofgl.fr pour le tester en même temps. Vous avez beaucoup, les élus, insisté sur l'importance des relations avec les élus de votre territoire, des communes, membres de l'intercommunalité, puisque pour pouvoir agir au service du territoire, sur des projets de territoire, il y a le besoin de se connaître, d'échanger, de discuter. Sur les aspects financiers, très modestement, c'est un des objectifs de la plateforme de l'OFGL. Pour se connaître d'un point de vue financier, parfois c'est difficile, il faut aller dans chaque commune demander les informations, il n'y a rien de centralisé. C'est ce qu'on a essayé de faire sur ce portail. Donc sur ce portail qui est ouvert, qui est gratuit, sur lequel vous avez absolument accès à tout, vous pouvez trouver à la fois des données. Donc si vous voulez connaître le niveau d'équipement de chacune des communes de votre territoire, c'est possible en quelques clics. C'est à la fois des données, c'est à la fois des outils. Donc j'avais utilisé dans la présentation un outil de cartographie. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il est possible que vous l'utilisiez pour avoir des niveaux géographiques très fins. Donc là, j'ai représenté l'évolution de l'épargne brute. Donc c'est la même carte que j'avais présentée, mais au niveau d'une région. Et vous avez également l'évolution des dépenses d'équipement pour une communauté d'agglomération. Je remercie le président qui est parti, mais je me suis permis de prendre son exemple pour l'illustrer. Donc là, vous avez très rapidement, j'ai mis 8 clics, je crois, pour faire la carte. Alors c'est déjà 8 clics, mais enfin, c'est quand même relativement rapide pour savoir, pour un territoire en particulier, avoir des informations financières. Donc voilà pour la présentation, je le fais vraiment très simple, mais le principal c'est d'aller le tester et on a essayé de faire des choses le plus intuitif possible. N'hésitez pas même à nous faire des retours sur ces outils-là. C'est un outil à destination des collectivités locales, notamment, et donc on est preneur de vos retours pour le faire évoluer et répondre au mieux à vos attentes. Merci. Joël Balandreau, un mot de conclusion? Oui, un mot de conclusion. Alors forcément une réaction par rapport aux propos de Monsieur Desalpes sur la notion de l'uniformisation, etc. Alors, pour être très clair, le maître mot de l'AMF, c'est liberté et pouvoir d'agir. Et on s'est battu toujours, et je pense qu'on est l'association d'élus qui se bat le plus pour la liberté locale et le choix des périmètres de chacun. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Et il y a beaucoup d'associations d'élus, et je peux vous dire que dans les réunions, il n'y en a qu'une qui est la cible du gouvernement de façon très forte, dans le moment qui est très recentralisateur, et c'est la nôtre. Ce n'est pas une autre, hein, de petites communes, etc., etc., si tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc on se l'avait très clair, mais pour le dire et pour être aux discussions, on est l'association qui défend toutes les libertés. Et donc dans le cadre dont on parle là, et parce que la liberté c'est la responsabilité, ce qu'on vient dire là, c'est pas de se dire, effectivement, on se bat contre les recentralisations, les manques de moyens, etc., tous les jours. Mais dans le cadre de cette discussion-là, et c'est la conclusion que je voulais faire, c'est que dans la liberté qui nous est laissée, et même si elle est faible et si elle est restreinte, jusqu'à aller en responsabilité à dire que contrairement à Jacques, moi, ou à Catherine, j'ai pas eu la chance de faire du gagnant-gagnant. Moi, j'ai fait un pacte, tous perdants. Tous perdants. Et ça peut nous arriver demain à tous, et en responsabilité, et dans le peu de degré de liberté qui nous reste, il faudra faire les pactes qui permettent de mettre en place les politiques publiques, non pas, et là je réponds une deuxième fois, pour les communes, mais pour les habitants de nos territoires. Et on est d'accord là-dessus, hein. Et les intercos ont été choisis historiquement, les syndicats d'eau, les syndicats de déchets, etc. On ne nous a jamais forcé, on ne nous a jamais dit quel était le bon périmètre, etc. historiquement. Dans les années 60, 70, on a fait tous ces syndicats, on a fait ce fait intercommunal pour rendre des services à nos habitants, et on était bien contents de les faire, et on les a fait, et pourquoi ça a marché? Parce qu'on les a fait en liberté, et on n'a aucune acrimonie aujourd'hui contre ces vieux syndicats, entre guillemets, etc. Après, en responsabilité, choisir les périmètres, poser ces questions-là, etc., ça reste vrai aussi. Donc c'est cette liberté qui est importante et qu'on veut défendre. Et ce qu'on disait là aujourd'hui, le message à faire passer, c'est choisissons en liberté nos projets de territoire, choisissons les moyens de le faire, des outils sont à notre disposition. Et je finis ma dernière réponse parce que c'est un tiroir tout ça, par rapport à Pierre. Les pactes de solidarité financiers fiscaux sont complètement libres. Il y a des canevas qui sont proposés, mais en fait, on y met exactement ce qu'on veut. Il y a une phrase un petit peu là-dessus qui avait l'air de dire ça se calque. Non. Et je crois que Pierre et Christian ont fait des pactes de solidarité financiers fiscaux sans se le dire. Ils ont fait de la prose comme ce Jourdain sans le savoir. Ils ont fait des pactes, en fait. Ils ont dit des choses. Mais c'est un accord financier. Après, il y a du formalisme à faire un pacte qu'on peut choisir de faire ou de ne pas faire. Et donc, certains l'ont pas fait, certains l'ont fait. Mais effectivement, on réfléchit ensemble son projet de territoire. On prend les outils techniques au service de ce projet et on avance ensemble pour le service de nos habitants. Voici ma conclusion, jeune homme.
Merci beaucoup, merci à tous les intervenants et bonne fin de journée.